Oh mon compliqué. Oui. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo mécanique sur cette Ferrari F430. Alors pour moi c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler là-dessus puisque c'était mon rêve ultime, rêve que j'ai enfin réalisé. Mais j'ai déjà un petit problème. Alors quand j'ai ramené la voiture, je me suis immédiatement aperçu d'un problème. On va appeler ça un problème aujourd'hui puisqu'il y a vidéo, donc il va y avoir réparation. Mais il y en a plein qui vont me dire déjà pourquoi tu t'en as aperçu quand tu es rentré et pas quand tu l'as acheté. Et ben c'est très simple. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette voiture-là, je l'ai achetée Paris 14e. Pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, mieux que moi certainement, c'est vraiment le cœur de Paris. Donc si tu veux, c'est les bouchons et les bouchons. Quand j'ai acheté le véhicule, il avait 27 000 km, donc j'ai pas pris un grand risque. Il avait toujours été entretenu, le véhicule est en parfait état. Franchement, qu'est-ce que j'allais, entre guillemets, me faire avec un test routier en plein Paris? Deux problèmes. Déjà, tu veux tester quoi? Dans les bouchons, tu vas faire un, arrêt. Un, allez, si tu arrives à passer la 2, c'est déjà un grand miracle. Deuxièmement, tu vas fusiller les embrayages. Dessus, on est sur ce qu'on appelle un embrayage F1, c'est un embrayage robotisé. Donc en fait, avec un point de patinage entre les redémarrages qui est très olé olé, parce que le robot n'est pas aussi intelligent que l'être humain. Et donc il y a toujours un patinage et on va user les embrayages dans cette configuration de route, c'est-à-dire les bouchons, arrêter, redémarrer, arrêter, redémarrer. Donc en fait, mis à part être néfaste pour la voiture, j'avais absolument aucun intérêt à la tester et en plus j'aurais rien pu tester dans Paris. Donc j'ai pris le véhicule après une bonne et longue inspection bien évidemment et quand j'ai repris la route, en fait dans Paris je m'en suis pas aperçu, mais une fois qu'on avait pris la 13, l'autoroute, je me suis dit c'est bizarre, la direction elle n'est pas très précise. Et je me suis dit c'est impossible qu'une voiture de ce prestige-là, avec la renommée mondiale qu'ils ont en termes de course automobile Ferrari, je me suis dit c'est pas possible, il y a un problème. Et en fait, j'ai un point mort, je vais appeler ça comme ça, dans le volant, de, on va dire, un petit centimètre. Alors attention, ça peut être 1 mm à la roue, 1 centimètre dans le volant. Il y a des démultiplications. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, quand je conduis, je prends mon volant et j'ai un petit point mort d'1 centimètre dans le volant sans qu'il se passe rien. C'est-à-dire que je freine. Donc j'ai essayé plusieurs petites choses sur la route, notamment la première chose, freiner sans tenir le volant, voir si la voiture se déportait à gauche ou à droite. Ah, rien. J'ai essayé dans une courbe, si j'avais toujours ce petit point mort dans le volant, j'ai toujours ce petit point mort. Donc je l'ai en roulant droit, en roulant en courbe, je l'ai Neyman bloqué. Bref, je l'ai absolument dans toutes les conditions, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, ça me semble être bizarre et ça me semble provenir de la colonne de direction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule est encore garanti, donc si je découvre quelque chose de grave, et tout simplement il partira en garantie et ce n'est pas moi qui ferai les travaux. A l'inverse, si je trouve quelque chose de, voilà, une rotule, quelque chose de bête et méchant, je ferai bien évidemment les travaux dessus. Je vous montre tout de suite le problème pour que vous compreniez. Alors, vous voyez là par exemple, je retire les clés, donc je vais venir bloquer mon Neyman. Voilà, vous l'avez entendu. Et regardez dans le blocage du Neyman, j'ai toujours ce petit jeu-là. Vous voyez, j'ai ce petit jeu-là. Je débloque le Neyman. J'ai toujours ce petit jeu-là. Alors, ce petit jeu, vous ne le ressentez pas du tout quand vous conduisez, parce qu'une fois que vous allez chercher, enfin une fois que vous avez passé ce petit point mort, la direction est directement incisive. Il n'y a pas de flottement dans la direction. Mais on a toujours un creux entre les moments où on tourne. Je dirais que c'est pas dérangeant parce qu'en vrai quand tu conduis tu t'en aperçois pas, mais par contre quand tu es sur une ligne droite et que tu fais ça avec ton volant, bon merde, on est quand même assis dans une Ferrari et j'ai pas envie d'avoir du jeu comme ça, c'est pas normal. Et qui dit Ferrari dit pied cher, et qui dit pied cher dit aussi pendant la période de garantie je préfère m'assurer que ce soit rien de grave. Donc ça c'est la première chose qu'on va regarder, mais le problème c'est que la Ferrari elle rentre pas dans le garage. Vous voyez, on a un léger problème. C'est que la Ferrari de rétro à rétro fait 2,20 m et que la porte de garage fait 2,10 m. Donc du coup, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'il va y avoir un problème pour rentrer. Voilà, de là à là, on a 2,10 m et des deux rétros, on a 2,17 m. Donc la Ferrari ne rentre malheureusement pas dans le garage. Donc,
ce qu'il va falloir que je fasse, vous voyez, j'ai une petite... bon, ça va quand même être super chaud, hein. Là, je dois avoir entre 10 et 15 cm. Le problème, c'est que la porte, elle bloque dans un pilier qu'ils ont coulé en béton dans une dalle qui retient une cuve à eau. Donc, je vais découper tout ça, bien évidemment, hors vidéo. C'est pas le sujet de la vidéo, mais aujourd'hui, malheureusement, on va devoir travailler dehors. Ça va, il fait beau. Mais du coup, je vais essayer de découper ça pour essayer de reculer la porte pour que quand on va faire de la mécanique dessus, on puisse gagner ça et pouvoir la rentrer. J'espère sincèrement qu'on va réussir à la rentrer parce que mon pont élévateur est ici et je ne peux pas mettre mon pont élévateur là-bas parce qu'il y a la porte de garage qui vient s'ouvrir comme ça. Donc du coup, ça va être un petit peu casse-couille. Ça m'oblige encore à faire des travaux. Mais disons que c'est pour la bonne cause. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va s'allumer la lumière. Pof. Première chose, on va vous mettre sur trépied. Et je vais demander à Marion qu'elle bouge le volant dans ce fameux point mort. Et moi, je vais toucher les roues. L'idée, c'est de déterminer d'où provient ce jeu. Est-ce que ça provient d'une rotule? Dans ces cas-là, malheureusement, sans pont, je ne pourrais pas déterminer si ça vient d'une rotule de direction ou d'une rotule axiale. Alors, vu que là, ça va être très simple de vous montrer, je vais vous expliquer en 2 minutes sur la Westfield qu'est-ce que c'est qu'une rotule de direction, qu'est-ce que c'est qu'une rotule axiale. Ici, vous avez la la crémaillère de direction. La crémaillère de direction, elle a une rotule axiale, donc c'est celle-ci, qui vient se visser directement sur la tige de la crémaillère et qui vient prolonger jusqu'à la roue, en l'occurrence jusqu'à cette fameuse rotule de direction. Et la rotule de direction, elle vient sur la rotule axiale et directement sur le moyeu de la roue. En gros, pourquoi il y a 2 rotules? Votre crémaillère, c'est une pièce qui est rigide. Imaginez-vous que votre crémaillère, c'est comme ça. Voilà, ça c'est votre crémaillère. Une crémaillère, c'est pas articulé, c'est rigide. Donc pour pouvoir aller dans le sens de votre bras de suspension, votre bras de suspension, rappelez-vous, il fait ça. Qu'est-ce qu'on appelle le bras de suspension? C'est tout ce système de triangulation qui va intervenir sur la suspension. Et bien pour tout simplement que votre crémaillère puisse aller vers le bas ou vers le haut selon votre suspension, et ben on va avoir besoin d'une première rotule qui va intervenir du coup comme ça. Celle-ci, c'est la axiale, c'est celle qu'on retrouve dans le soufflet qui se trouve ici. Voilà. Dans le soufflet qui se trouve ici, on a la première rotule que je viens de vous expliquer. Ensuite, deuxième articulation qu'on va avoir besoin, c'est celle qui va permettre aux roues de pouvoir tourner comme ça, ouvrir ou fermer la roue. Donc on a une articulation qui va aller de haut en bas et une qui va aller de gauche à droite. Celle qui va de gauche à droite, c'est tout simplement la rotule de direction qui se trouvera ici. Donc sur une crémaillère, avant d'incriminer une crémaillère, le jeu peut provenir de 4 endroits. Soit l'une des 2 axiales, soit l'une des 2 directions. Si ça provient d'aucune de ces 2-là, enfin de ces 4-là, dans ces cas-là, ça peut venir interne à la colonne. Et là, je vous avouerai que ce serait quand même relativement moche. Ça ferait une sacrée mauvaise surprise pour commencer avec une Ferrari. Parce que, bien évidemment, que je me suis renseigné sur le prix de la crémaillère de direction. Hors main d'œuvre, on est quand même à 8 600 € hors taxe. Donc, voilà, on va prier que ce soit quand même quelque chose de pas très grave. Alors, ce qui me rassure quand même, c'est que la voiture a 27 000 km. À 27 000 km, descendre une crémaillère, bon, soit Ferrari, c'est de la merde, mais que j'ai quand même du mal à y croire. Par contre, une rotule, voilà, vous prenez un nid de poule, malheureusement, c'est des bagnoles qui sont hyper légers. Vous pouvez déformer une rotule et puis voilà, ça peut poser problème. Donc je partirai plutôt sur ce schéma-là. Mais comme je vous l'ai dit, étant donné que je ne peux pas lever la voiture sur le pont-là aujourd'hui, je ne pourrai pas déterminer si le jeu provient d'une axiale ou d'une de direction. Par contre, je pourrais déterminer si oui ou non ça provient de l'une de ces 2-là sans pouvoir déterminer précisément laquelle c'est. Parce que pour déterminer, il faut avoir les roues pendantes et venir en fait mettre votre main sur l'axiale et bouger la roue. Et là, vous savez si ça vient de l'axiale ou de la direction. Mais étant donné que là, on ne peut pas la lever, on ne peut pas mettre la main. Vous l'avez compris. Mais par contre, on peut toujours déterminer si ça provient de la roue. Si ça vient taper dans la roue, si on a la sensation dans la roue, ça veut dire que ça provient d'une de ces 2 pièces. Si ça ne tape pas dans la roue, ça veut dire qu'il faut remonter plus haut. Donc crémaillère, colonne de direction, etc. J'en profite que le capot est ouvert pour vous refaire la cinématique de cette fameuse direction. Alors, sur la Ferrari, c'est exactement la même chose, à l'exception que c'est une Ferrari et pas une Westfield. Voilà, c'est tout. Mais en gros, là, vous avez la crémaillère qui se trouve là-bas. Vous avez la crémaillère qui est là, qui est fixée sur le châssis. Donc sur la Ferrari, c'est pareil, c'est fixé sur le châssis, qui renvoie vers les roues. Vous avez ce qu'on appelle une colonne de direction qui va renvoyer vers votre volant. En l'occurrence, ici, on a la colonne de direction donc, qui va rejoindre le volant à la
crémaillère de direction qui est bien souvent articulée comme on le voit ici pour pouvoir prendre les différentes inclinaisons entre le volant et la crémaillère. Et ensuite, au bout de cette colonne, on a le volant qui vient se fixer. Tout autour, ça reste des caches esthétiques. La seule différence, c'est qu'ici, on a une crémaillère qui n'est pas assistée. Et sur des véhicules récents, ou notamment comme cette Ferrari-là, on a une crémaillère à direction assistée. Donc l'assistance d'une crémaillère peut se faire de deux manières, hydraulique ou électrique. Donc les amis, on vous met sur le trépied et on va faire les premiers essais, voir si déjà ça revient dans les roues ou pas. Donc là, l'idée, c'est que toi, tu montes dans la voiture. Ok, il y a la clé dessus? Non. Ok, mets la clé pour juste déverrouiller le Neyman. Ok. Et là, tu vois le jeu, voilà, tu l'as là. Tu vas vraiment pas plus loin, tu forces pas, juste dans ce jeu-là, tu bouges le volant comme ça. Et moi, je vais regarder si je le sens. Vas-y. Alors, c'est nickel parce que j'ai accès au rotule par la jante. Vas-y. Alors, rien du tout de ce côté-là. Vas-y. Il n'y a absolument aucun jeu dans les rotules. On entend le bruit, mais il n'y a aucun jeu. Ça bouge pas du tout. Bon, alors, ceci est ce qu'on appelle une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est très normand ça. Voilà, la bonne, c'est que c'est pas les rotules, ni de direction ni axiale, parce que du coup sans la lever, on a bien accès, donc c'est même bien d'avoir les roues pendantes comme ça. Parce qu'en fait, vu que les roues font une résistance, en fait vous allez, quand vous arrivez à tenir la crémaillère, enfin la rotule comme là en l'occurrence par la roue, vous allez bien sentir en. Alors là malheureusement je sais pas si je vais pouvoir voir et je sais pas si vous allez pouvoir voir en plus. Mais au bout de la colonne de direction, donc crémaillère au niveau des roues, renvoie, comme je vous ai montré sur la voiture, de la colonne. Et ensuite, on vient fixer le volant dessus. Sur cette voiture-là, on a un volant qui est réglable. Donc, ça veut dire qu'entre l'électronique du volant, de la réglabilité, ça se dit pas, bon, on s'en branle, et la fixation de la colonne, il y a forcément une partie cannelée, avec des cannelures, et une partie donc mâle-femelle avec un serrage. Maintenant, l'idée, c'est de vérifier que ce ne soit pas entre la colonne et la partie réglage du volant qu'on ait un défaut de serrage ou une usure des dents qui ferait tout simplement un jeu dans la rotation du volant. Donc là, je vais essayer de me glisser dessous et de voir ça. Mais je vais protéger la carrosserie pour rien abîmer. Bon, allez, on va protéger ça. Hop. Alors, on va reculer déjà ça, voilà. Aïe. Alors là, c'est vraiment tout neuf. Ça ferait chier quand même que la crémaillère a un problème parce que là, on voit vraiment que la voiture, elle a pas ça. Où la petite prise au BD2. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a double triangulation. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. La colonne, elle arrive ici. Ici, on a la colonne qui repart dans le châssis et qui a eu un premier serrage là, deuxième serrage par un petit bout ici de renvoi, qui revient à un cardan ici et qui revient à la partie du volant ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est assez sombre. Et ça, c'est relié directement au volant. Donc l'idée, si j'arrive à passer le bras, c'est de voir si on a un jeu quelque part et où. Alors là déjà, je suis plutôt content. Parce que quand je tiens cette partie-là, qu'elle ne bouge pas, j'ai toujours mon jeu dans le volant. Donc ça veut dire que de là à là, il n'y a pas de jeu. Alors je vais juste bloquer mon volant et je vais vérifier quand même. Le jeu, il vient d'en haut. Il vient d'ici. Ah, j'ai même encore... Ah oui, c'est un... Oh, bah à mon avis. Regardez. Là, ici, je viens mordre les cannelures. Ici, regardez, on a une toute petite pièce qui vient mordre dans la partie femelle ici. Donc qui renvoie à cette pièce-là. Et là, on a une autre partie qui, elle, va encore dans une autre partie du volant. Et j'ai l'impression que c'est ici que ça merde. Oui. Alors ça, c'est une bonne, je sais pas, je connais pas le prix des pièces. Mais en fait, ici, là, vous avez ce qu'on appelle le capteur
steering wheel, capteur d'angle du volant. Voilà, j'avais le terme en anglais, je ne l'avais pas en français. Ce capteur-là permet quoi? Permet de mesurer dans quel sens et à quel degré vous tournez votre volant. C'est un capteur qui va servir à tout ce qui est assistance d'aide au pilotage, à la conduite, notamment tout ce qui va être ESP, contrôle de trajectoire et tout le merdier. Donc ça, c'est hyper important et ça se programme, donc il faut faire attention. Mais la pièce ici, je pense, fait la jonction avec le volant et cette petite pièce noire. Et quand je tiens la pièce noire qui est là, oui, je vais bien venir, je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, hein, parce qu'en vrai, il y a 1 cm dans le volant, il n'y a même pas 1 millimètre ici. Et là, alors, à défaut de le voir, vous allez certainement l'entendre. Le jeu, il est là. Il y a l'air d'avoir un écrou qui se serre et un autre qui vient freiner. Le problème, c'est qu'on a un trait de couleur qui montre bien que ça a été serré dans une position. Mais clairement, ça bouge. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle parce que ça n'a rien à voir avec la colonne de direction. C'est vraiment sur une emmanchure mécanique. Donc, je pense que soit la petite pièce qui vient s'emmancher dessus, elle est usée. Et dans ces cas-là, il y a du jeu. Bon, même si la petite pièce peut coûter 500 € chez Ferrari, ça coûtera toujours moins cher qu'une colonne de direction. Ou alors, c'est juste un problème de serrage. Donc, écoutez, on va commencer par tenter le serrage avant de faire des plans sur la comète. Alors, le seul problème, c'est que pour aller passer la clé là, tu te marres à mon avis. Bon, j'ai une petite clé à molette. On va voir si elle passe. Je vais me mettre un peu de lumière. En vrai, par là, je vois limite mieux, je suis pas tordu. Voilà. Ça serait là. Je tourne le volant de toute façon. Je pense que ça doit se serrer ici. J'espère que c'est que ça. Je vous avoue que ça me... Alors, le seul problème, c'est dans quel sens tu serres et dans quel sens tu desserres. Oh, ça tourne. Est-ce que je serre, est-ce que je desserre? Je n'en sais rien. Ah. Je crois qu'il n'y a plus de jeu. Je crois que j'ai résolu le problème. Moi j'ai plus de jeu. Écoute, je vais regarder si je peux pas le serrer un peu plus. Là, ça bouge direct la direction, j'ai plus de jeu. Je vais contrôler les serrages des différents cardans là quand même dessus. Et on va faire un petit essai. Putain, si c'était que ça, je t'avoue que ça me va bien quand même l'affaire. Hop là. Il y en a pas mal qui vont se poser la question du comment ça se fait que ça peut être desserré à 27 000 km. Je vous avoue que je trouve pas ça très normal. Mais l'explication, je pense que je l'ai. C'est que c'est une voiture où il y a énormément de vibrations châssis. La voiture est très rigide et le moteur envoie toutes les vibrations dans le châssis. Même quand vous êtes au ralenti, le moteur fait vraiment vibrer la caisse. Je pense que ça peut influencer sur le desserrage. La vraie question, c'est que je trouve que c'est quand même pas très normal parce que du coup, si tu es conscient du problème, tu dois faire en sorte que ça se desserre pas. Mais bon, passons, on va dire que ça fait partie du charme des Italiennes. Alors, on va en profiter pour faire un contrôle des différents serrages quand même. Ok. Voilà, déjà on voit que la caisse elle est toute en alu, c'est beau quand même. On peut dire ce qu'on veut. Ça c'est bien serré. Ah, manque un petit peu. Ok. Et là, on recontrôle. Je bloque mon volant là pour ceux qui veulent juste voir. Là, je bloque fermement mon volant et je reprends ma colonne à pleine main. Et vous voyez, j'ai pas de jeu. J'ai plus de jeu du tout.
Donc il semblerait que le problème soit résolu. Alors, on va regarder ça tout de suite. De toute façon, on va vite le voir. Hop. Alors, tout qu'on va redémarrer la même air. Hop. Là, il n'y a plus de jeu. Alors, on va quand même contrôler. Là, en fait, ça faisait vraiment. Là, on sent que la colonne elle bouge. Vous voyez, je fais le mouvement, mais là, c'est dur. Quand on faisait ça, il y avait vraiment un point mort où il se passait absolument rien. Mais vraiment rien. Donc là, je vais quand même vérifier. Marion, elle va bouger le volant comme ça. Et nous, on va repasser au niveau des roues. Voir si cette fois, ça influence directement sur les roues ou si on a toujours un léger jeu. Vas-y, bouge légèrement le volant. Ah là, la roue, elle bouge. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là, la roue, elle bouge. Ok, l'autre côté. Vas-y. Ah oui, si, ça bouge. Là, tu bouges. Vas-y, fais voir ce que tu bouges. Ah, il y avait plus de jeu que ça déjà tout à l'heure, non? Là, tu sens rien là. Ouais, là, c'est moi, la roue, elle bouge. Les deux côtés bougent. Bon, bah, nickel. Nickel, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est normal. C'est parce que la boîte F1 veut toujours s'arrêter en première. Bon, et bah, je suis pas mécontent quand même. Grosse mécanique, là. Non, je suis super content parce que je vous avoue que acheter une caisse à 6 chiffres, rentrer à la maison et avoir du jeu dans la direction, ça m'a un petit peu tracassé tout le week-end. Et de savoir qu'en fait, il n'y a rien, ça me rassure. Mais vraiment, ça me rassure. Alors honnêtement, j'ai confiance au garage au qui je l'avais acheté et je lui ai envoyé un message dès que je l'ai eu. Je lui ai dit, écoute, j'ai découvert un jeu dans la direction. Voilà, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Je la contrôle lundi, je te tiens au courant. Et ils m'ont dit, ok, pas de souci, tiens-nous au courant. Voilà, de toute façon, ils ont des garanties, j'ai signé une garantie. Donc voilà, ça se serait bien passé, mais ça veut dire immobilisation du véhicule, démontage, remontage, pas par moi-même. Donc ça m'aurait un petit peu tracassé, je me serais fait encore des cheveux blancs. Et finalement, c'est pas grand-chose. Alors du coup, s'il y a des propriétaires de Ferrari qui connaissent ce problème-là, qui l'ont déjà eu, bah, mettez-le en commentaire. Mon avis là-dessus, c'est que c'est pas grand-chose, donc ça c'est bien. Par contre, sur une caisse à 27 000 km, colonne de direction desserrée, bon, on va dire que ça fait le charme des italiennes, mais c'est quand même moyen. Alors, c'est même, je dirais même que c'est, je me demande même honnêtement si ça a été serré correctement à l'usine. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu à la caméra, mais chaque vis qui est serrée a un thread mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le thread mécanique? En gros, c'est un trait généralement blanc, là ils sont jaunes, Ferrari oblige. En gros, on va faire un trait entre la vis et la partie support pour voir justement visuellement s'il y a une vis qui s'est desserrée. Parce que du coup, ton trait, si ça se desserre ou que quelqu'un le resserre, tu n'auras plus le trait qui va être en face. Donc du coup, tu sais que le serrage a bougé. Là, en l'occurrence, le trait était bien en face, donc le serrage n'a pas bougé. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'était correctement serré d'usine? Est-ce que il y a eu la pièce est peut-être mal usinée de base, ce qui fait qu'elle s'use un petit peu et que très rapidement elle a besoin d'être serrée. Honnêtement, je n'ai pas l'explication. Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est que je trouve que c'est un peu rapide, 27 000 pour avoir une colonne desserrée. La bonne, c'est que finalement, ça m'a coûté 0 € et que c'est déjà réparé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, et bah écoutez les amis, je suis bien content quand même. C'est un poil tracassant, quoi. Il t'arrive ça sur une Clio, tu dis bon, voilà quoi. Bon, il t'arrive ça sur une Ferrari, tu dis ça va me coûter cher. Et ben je propose qu'on aille faire un petit tour sur la route pour vérifier tout ça. Bon, avant de conclure la vidéo, on va quand même faire un petit essai routier pour voir qu'on n'a plus de flottaison. Par contre, vous voyez, quand je vous disais que je peux comprendre qu'elle se dessert parce que le moteur émet vraiment beaucoup de vibrations dans la caisse. Vous voyez le volant au ralenti, comment il vibre. Je ne sais pas si à la caméra, vous allez bien vous rendre compte parce que l'objectif fait des stabilisations. Mais là, on voit très bien que ça vibre. Et donc, je peux comprendre qu'effectivement, ce soit sujet à se desserrer. Mais ça me semble un petit peu rapide quand même. Bon, allez, on va essayer. Bon, c'est toujours un petit plaisir de reprendre ce petit volant là. Quel rêve, putain. Alors, je pense que c'est définitivement résolu. Ah, on croise une seule voiture dans le seul chemin qui mène à nous.
Mais il sait pas ce qu'il veut faire et le problème c'est qu'il va pas faire demi-tour chez moi. Voilà. Quand je vous dis que l'écurie ça sert à rien de venir, la route elle mène que chez nous. Donc du coup en fait ton seul moyen c'est de venir faire demi-tour chez nous. Et du coup tu te doutes bien que ça va pas marcher quoi. Mon embrayage. Ça aime pas les embrayages, enfin les démarrages en côte. Alors pourquoi vous allez souvent m'entendre parler d'embrayage dans mes vidéos. Parce que l'embrayage sur une Ferrari comme ça vaut entre 5 et 7 000 euros. Donc du coup tu essaies de le préserver. Ça s'use pas énormément quand tu roules en standard. En fait il y a juste des applications où tu vas l'user énormément. Style démarrage en côte, créneau, sortie de garage un peu en pente, voilà, tout ce qui est un petit peu merdique, bah, l'embrayage il sait pas le gérer et du coup il va le faire patiner et du coup il va le bouffer. Bon, ce qui est bien c'est que la Ferrari elle me donne le sourire mais elle donne aussi le sourire aux gens. Oui voilà ça et ça peut que donner le sourire. Alors en fait pour la petite histoire, quand j'ai acheté la voiture, en fait vous voyez là il y a sport, race et sans assistance. Voilà. Sport on va dire que c'est le mode confort. Race c'est genre papa pressé. Et l'autre, c'est en mode, t'as envie de te prendre pour Harry Vatanen. Et en fait, je me suis dit, putain, merde, en sport, ça marche bien. Hein. T'es très vite à des vitesses non légales. Mais je me suis dit, t'as pas la sensation vraiment, je préférais ma Porsche, quoi. Et un ami qui a une F400, il me dit, non, mais mets-toi sur le bouton Race et tu vas voir que c'est différent. Et effectivement, depuis, je conduis que sur le bouton Race. Parce que le bouton Race, il a une chance qui te donne ça. Tu vois ? Voilà. Et ça, tu ne l'as pas en bouton sport. Du coup, Race, c'est bien. Bon, en tout cas, revenons à notre direction. C'est totalement changé parce que là, en ligne droite, on le sentait vraiment. En ligne droite, on pouvait, je vous la fais, bon là, vous avez peut-être bougé, on faisait ça. Voilà. Et là, quand je fais ça, la voiture, elle tourne. Donc, clairement, le problème est résolu. Et là, je corrige vraiment avec pas grand chose. Et en fait, quand j'ai eu la voiture, il y a eu une géométrie de fait. Et en fait, ça explique peut-être ça. C'est-à-dire que le gars pensait peut-être que la voiture, elle cherchait la route. Et en fait, c'était juste le petit serrage du réglage du volant par rapport à la colonne de direction qui devait être barré. Alors moi, je vous avoue que je suis quand même content parce que ça m'a rien coûté. Mais ça m'a beaucoup soulagé. Écoutez ça. Oh là là. Elle est d'origine. D'origine, ça chante. Bon. Et ben les amis, on va faire un petit demi-tour. Et le problème a disparu. Ouf, c'est juste, mais ça passe. Race. Voilà. Et ça, en sport, on ne l'a pas. Et ça, tu peux le reproduire autant de fois que tu veux, tu auras toujours la même banane. Ça, c'est bien, ça. Bon, et bien, les amis, on va conclure cette petite vidéo. Je vous avoue que j'ai eu une grosse frayeur, hein, parce que vraiment, j'ai ramené la voiture. J'ai direct vu ça, je me suis dit, oh là là, putain. Me v'là barré dans des frais, à peine la bagnole arrivée, je me suis déjà ruiné, j'ai déjà un crédit sur le dos et en plus il faut que j'aille. Bon, après je me suis à moitié consolé parce qu'il y avait quand même une garantie, etc. Donc je me suis dit bon, même si c'est grave en soi, c'est juste que la voiture va pas être chez moi, je pourrais pas en profiter. Mais finalement ça va pas me coûter de l'argent. Et là j'ai le sourire parce que finalement c'était une connerie. Et ça m'a coûté un serrage, un quart d'heure de recherche et voilà, comme quoi des fois faites attention, prenez bien le temps de vérifier la chaîne cinématique du dysfonctionnement parce qu'on va tout de suite aller changer des pièces, on va avoir tendance à tout de suite aller changer des rotules, à faire des réglages, à emmener la voiture au garage et machin et bidule, alors qu'en fait vous voyez des fois c'est juste un mauvais serrage. Donc là je pense sincèrement que le serrage mauvais provient de l'usine parce que comme je vous ai dit le petit trait il n'était pas du tout désaxé et je pense que si vous regardez la vidéo et que vous le voyez, vous allez pouvoir le confirmer.
Donc voilà, finalement, on peut pas vraiment appeler ça une panne. Je dirais qu'il y a eu un mauvais serrage à l'usine qui se voyait peut-être pas au début, mais qui maintenant se voyait. Ou alors les anciens propriétaires ne s'en sont pas aperçus. Le contrôle technique fait mention de rien du tout. Le garage qui l'a conduit n'a pas remarqué. Moi, je l'ai remarqué direct. Alors peut-être que c'est moi qui est maniaque, peut-être que c'est moi qui est un peu chamboulé là-dedans. Mais moi, ça m'a direct chagriné et direct j'ai vu qu'il y avait un problème de direction. Mais au moins, on a direct résolu le problème. Donc les amis, je suis content. Et encore une fois, que ce soit une Ferrari, une Porsche, une Clio ou je ne sais quoi, prenez le temps de faire des vérifications simples. Prenez le temps de regarder et de réfléchir. Parce que vous voyez, en l'occurrence, ça ne nous a rien coûté, juste un serrage. Donc les amis, je vous laisse sur cette excellente petite nouvelle qui m'a coûté 0 €. Comme quoi, vous voyez, une Ferrari, c'est pas très cher en entretien. Bon, attendez, je touche de la peau de vache, hein, parce que j'aimerais pas que ça m'arrive et que ça me coûte une blinde. Sinon, vous me la ressortirez volontiers, celle-là. Mais en tout cas, c'est une histoire qui finit bien. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire en description de la vidéo. Si vous possédez une Ferrari ou que vous avez des amis qui possèdent une Ferrari qui ont déjà eu ce problème-là, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, qu'ils puissent eux aussi la réparer à moindre coût. En attendant les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Parce qu'il y a un petit peu de méca qui va arriver sur cette Ferrari, de l'entretien et surtout de la fiabilisation. Les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.